Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous revenons sur la 98.7 Océan FM et sur le bouquet canal Horizon 846 dans l'émission Océan Politique pour décrypter l'actualité politique nationale. Tout d'abord, nous saluons nos chers et fidèles auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Dr Ousseynou Sissoko. Bonjour, M. Sissoko, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Diouf. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui, de répondre à votre invitation sur l'émission Océan Politique. Et je salue toutes les auditeurs et auditrices d'Océan FM et je pense que ce débat sera constructif et sera bénéfique pour tout un chacun. Merci, docteur. Alors, on passe automatiquement à la présentation de l'invité qui est M. Sissoko. Alors, Ousseynou Sissoko est docteur en pharmacie. Il est également responsable politique passif de Malicounda. Il est également le coordonnateur de l'association Malicounda Village. Vous confirmez, docteur? Effectivement, M. Diouf, voilà, je confirme. Alors, si vous pouvez rajouter d'autres éléments sur votre profil. Oui, effectivement, nous sommes des jeunes engagés qui sont déterminés et qui ont pour seul et unique objectif le développement de leur localité en premier, mais aussi le développement de tout le Sénégal, voire même de l'Afrique, pour même essayer de jouer des géopolitiques internationaux pour que le Sénégal devienne un point focal de la géopolitique internationale. Donc nous jouons notre partition pour essayer vraiment de mettre sur place un Sénégal meilleur, un Sénégal juste, un Sénégal souverain dans une Afrique libre. Okay. Docteur, le village de Malicounda est situé dans le département de Mbour, à 85 km de la capitale Dakar. C'est une communauté rurale qui couvre une superficie de 124 mètres carrés et compte 22 villages et est peuplé de 38 104 habitants. Il fut fondé en 1902 par Barka Sanaro et un petit nombre de Bambara venus du Mali. Vous confirmez cette représentation de votre commune? Oui, effectivement. La communauté rurale auparavant, avec l'acte 3 de la décentralisation, avec une communalisation intégrale, Malicounda est devenue une commune, vraiment une très grande commune. Il est la première commune du département de Bour en matière de territoire et la deuxième commune en matière de population. Et le village de Malicounda aussi est un village très important dans la commune, vraiment qui est l'image même de la commune de Malicounda. Okay. Alors, la commune de Malicounda, comme voisin Mbour, est en pleine expansion sur plusieurs plans. Elle est maintenant la ruée de plusieurs personnes qui fait l'objet souvent de litiges fonciers. Oui, effectivement, on a des problèmes fonciers là-bas. Et en plus, avec le passage de l'autoroute à péage, donc les terres les parcelles sont devenues de plus en plus chères. Donc tout le monde s'agrippe dans la commune de Malicounda. Vraiment, pour vous dire, chercher des parcelles à titre d'habitation. Et c'est ça qui a attiré vraiment beaucoup de prédateurs fonciers. Et Malicounda en souffre énormément. Mais aussi, la mairie aussi joue une partition très importante par rapport à ces problèmes fonciers-là, parce que plus de 70% du budget de la mairie émane du foncier, émane vraiment de l'argent du foncier, ce qui est vraiment alarmant. Donc je pense que le domaine est une compétence transférée par rapport à d'autres compétences pour essayer de relever le niveau de la mairie, pour essayer vraiment de chercher de l'argent pour investir le budget de la mairie. Mais il ne faut pas uniquement s'agripper
sur le domaine, sur le foncier, vraiment pour gérer les problèmes de la commune de Malicounda. C'est vraiment déplorable. Et je pense bien que les nouvelles autorités vont vraiment prendre acte de cela et même, pourquoi pas, essayer de faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale des députés pour essayer de retirer le domaine, le foncier à ces maires irresponsables. Alors, présentement, qui est le maire de Malicounda? Présentement, le maire de Malicounda, c'est Maguette Sène. Il fait partie vraiment du régime sortant de Macky Sall. Il était en même temps le DG de COUD. Présentement, c'est lui le maire. Ok. Et pourtant, M. Maguette Sène a été désigné meilleur maire du Sénégal d'après un sondage. Qu'en est-il réellement? Je pense que ce n'est pas des sondages formels parce qu'il n'y a aucun critère qui a été mis sur place et que si tu remplis de telle ou telle condition, tu deviendras meilleur maire. On n'a vu aucun cabinet même qui s'est prononcé là-dessus. Je pense que c'est une autoproclamation d'être meilleur maire du Sénégal. Je pense que nous qui habitons à Malicounda, nous sommes les témoins oculaires et nous pouvons dire réellement le travail qu'il fait là-bas. Et je pense bien que ça reste énormément concernant une commune comme Malicounda qui a des potentiels, que ce soit humain, que des ressources aussi naturelles qu'on peut exploiter à bon escient pour espérer de développer une telle localité comme Malicounda. Il y a beaucoup d'opportunités vraiment à saisir et je pense qu'il faut donner ça à quelqu'un de responsable, à un maire responsable pour essayer vraiment de tirer Malicounda et le mettre sur l'horizon Sénégal 2024 par rapport aux initiatives mises en place par le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre. Vous avez parlé des opportunités que possède cette commune. Vous pouvez nous en citer? Effectivement, Malicounda, la commune de Malicounda est proche des zones touristiques comme Saly. Elle est proche aussi des zones industrielles là-bas avec le ministre du Commerce, la commune du ministre du Commerce là-bas. Le nom de la commune encore, voilà, le nom commune de Sandiara, autant pour moi. C'est la commune de Sandiara. Voilà, du ministre du Commerce, il y a presque plus de 10 usines là-bas. En plus, c'est un point focal qui est à mi-chemin entre Kaolack, entre Dakar et entre Thiès. Et je pense que il est jadis le grenier agricole du département. Oui, d'ailleurs, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a des terres cultivables à Malicounda? Mais avec ces prédations foncières là-bas, donc je pense qu'il y a un lotissement anarchique de ces terres-là. Mais la plupart de ces lotissements, je pense bien que ça ne remplit pas les conditions adéquates. Parce que pour qu'il y ait des lotissements adéquats, il faut au moins des procédures à faire et une autorisation du ministère de l'urbanisme pour qu'il puisse vraiment faire des lotissements. Et je pense bien qu'on pourra en revenir de tout cela, essayer d'annuler tous ces lotissements abusifs et vraiment orienter le développement vers l'agriculture, l'élevage. Mais on ne peut pas parler de développement tant que vraiment le domaine n'est pas disponible. Ok. Quel genre de culture avait été pratiquée dans cette commune-là? Parce que je pense que ça ne fait pas partie de la zone des Niayes. Oui, d'habitude, il y a le mil, il y a aussi l'arachide. Moi qui parle avec vous, j'ai cultivé dans les terres de Malicounda. Mon grand-père était un très grand cultivateur. Il cultivait beaucoup de mil et on parvenait à utiliser ces mil-là durant toute une année. Et même vraiment à diversifier, voir la culture du manioc aussi. Donc du coup, vraiment, c'était vraiment un potentiel, les terres de Malicounda. Et je rêve vraiment qu'on aille à récupérer tous ces terres-là pour pouvoir relancer l'activité agricole dans la commune de Malicounda. Vous avez parlé de la culture du manioc. Alors c'est ce qui attirait les Bambara là-bas, parce que les Bambara aiment beaucoup le manioc. Oui, d'habitude, voilà, les Bambara. Parce qu'il paraît que les premiers habitants, c'était des Bambara. Ensuite, voilà, il y avait des Wolofs autochtones, tout, mais
pratiquement Malicounda est la zone des Bambara venus du Mali, n'est-ce pas? Du Mali, mais ils ont trouvé là-bas, d'après l'histoire, ils ont trouvé là-bas les Sérères en premier. Après eux, ils sont venus. Oui, c'est la zone des Sérères également. C'est la zone des Sérères. Je pense que tout plus de 70% de la population de la commune est représentée par les Sérères. Ok. D'où la culture du mil. Du mil, tout à fait. Donc on peut parler de melting pot à Malicounda. Effectivement, il y a beaucoup d'ethnies là-bas et je pense bien qu'on vit en parfaite collaboration et harmonie là-bas. Ok, la cohabitation est parfaite, n'est-ce pas? La cohabitation est parfaite, l'essence des cultures et même au niveau des religions, il y a aussi des chrétiens là-bas, il y a des musulmans. Actuellement, c'est devenu vraiment une très grande ville qui peut vraiment servir et jouer une partition très importante dans l'évolution du pays. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas de conflit interethnique à Malicounda? Non, bien au contraire. Vraiment, je pense bien qu'on doit organiser des journées culturelles, vraiment pour essayer. Parce que l'identité culturelle d'une commune, c'est très important. L'identité culturelle aussi d'un pays au niveau international. Voilà, ça représente le pays au niveau international, ça représente la localité au niveau national comme au niveau international. Et je pense bien qu'il pourra aussi jouer sur le plan culturel, mais aussi sur le plan aussi économique, en organisant des foires, pourquoi pas, et pour que chaque ethnie expose vraiment ses cultures, expose aussi ses manières de manger, parce que voilà, l'agronomie aussi fait partie de la culture. De la culture, tout à fait. Effectivement. Donc vous y attelez pour organiser cette grande cérémonie-là? Effectivement, nous on y est déjà. Récemment, le 12 et le 13 avril, on est parvenu à organiser des 48 heures de formation pour essayer d'appliquer les politiques gouvernementales, en l'occurrence le New Deal Technologie. On a eu à former plus de 400 jeunes, en plus gratuitement, voilà, sur les métiers, le digital, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Donc on pense bien organiser vraiment des 48 heures ou même des 72 heures de culture de Malicounda, pourquoi pas. Et la jeunesse, il y a une majorité jeune par rapport aux personnes âgées? Effectivement, comme au niveau national. Parce que vous êtes le responsable des jeunes, alors c'est important de répondre à cette question-là, de donner des précisions. Effectivement, au niveau de ma localité là-bas, Malicounda Bambara, non seulement je suis coordonnateur d'une association qui s'appelle Malicounda Village et qui regroupe vraiment toutes les couches sociales en plus grand nombre formés de la jeunesse, comme à l'image nationale, 75% de la population est jeune et c'est les mêmes statistiques au niveau de la commune de Malicounda. C'est une jeunesse engagée, déterminée, qui est prête vraiment à prendre leur avenir en main pour essayer de s'en sortir. Ok. Et les infrastructures scolaires, il y en a là-bas, un lycée ou bien vos étudiants quittent Malicounda pour partir à Mbour ou bien? Oui, si je donne l'exemple là où j'habite, dans le village de Malicounda Bambara, donc il y a une école, il y a une seule école primaire qui est là-bas. Donc il y a plus de 70 élèves dans une classe, or que les normes de l'OMV se situent à 25. Voilà, il y a plus de lorsqu'une école est composée de plus de 12 classes, on doit créer une autre école primaire à côté. Donc il y a aussi des étudiants qui quittent Malicounda pour essayer d'aller au niveau du lycée Saly pour faire les études là-bas. Je pense bien que l'éducation, une partie de l'éducation est une compétence transférée, le scolaire et le préscolaire. Mais concernant aussi surtout le lycée, c'est du domaine voilà, c'est du domaine du conseil départemental. Du conseil départemental, tout à fait. Conseil départemental. Et je pense bien que l'État doit réfléchir sur ça, essayer vraiment de formaliser certaines choses pour qu'il y ait accès non seulement aux infrastructures scolaires, mais surtout essayer vraiment d'agir sur notre éducation et d'orienter l'éducation vers une éducation scientifique et technique pour que les élèves, les futurs étudiants deviennent beaucoup plus productifs des 2 ou 3 ans d'études. Tout à fait. Alors, monsieur Sissoko, alors sortons du cadre maintenant de Malicounda, parlons de toute autre chose. Alors, vous êtes membre du PASTEF, n'est-ce pas?
Vous êtes également au pouvoir depuis un an. Effectivement. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont motivé à intégrer ce parti dirigé par le président Ousmane Sonko? Moi, j'ai eu la chance d'être à l'école. Donc, on nous a appris vraiment l'histoire de certains pays développés, l'histoire vraiment d'autres continents qui ont eu à faire des exploits pour leur population. Ici au Sénégal, ici en Afrique, et chaque fois je me pose la question, mais pourquoi pas on est toujours derrière? Qu'est-ce qui se passe par rapport voilà, il y a des hommes qui sont, exemple, en Europe, il y a aussi des hommes qui sont au Sénégal. Et là, j'ai vu un homme qui s'est dressé devant vraiment toute une population. Il a montré une rupture totale concernant la manière de gérer, concernant la politique, mais aussi concernant les idéologies politiques. Donc, il a proposé une idéologie qui est nettement différente des politiques classiques. De ce qui se faisait. Voilà, le socialisme, voilà, le capitalisme, capitalisme. Voilà, le communisme. Lui, il a écarté tout ça. Il a mis l'intérêt de la population sénégalaise. Le Nyebok, Nyebjotsi. Tout à fait. Et là, son discours vraiment m'a convaincu. Et entre 2017 et 2018, je me suis investi à ses côtés. J'ai commencé à le défendre au niveau des plateaux locaux. J'ai fait des activités politiques, des activités sociales. J'ai fait aussi voilà, des activités citoyennes, voilà, sociales surtout, pour essayer vraiment d'appliquer sa vision au niveau de la base. Et là, on a réussi. Parce qu'au niveau de ma localité, là-bas à Malikounda Bambara, ça fait 3 élections depuis 2022. Je gagne dans tous les 6 bureaux de vote avec des écarts de plus de 1000 voix. Donc je pense que c'est quelque chose vraiment de bénéfique. La population a compris vraiment la vision, le projet de PASTEF. Et c'est ça qui m'a poussé à m'investir pour essayer vraiment d'aider, pour essayer d'orienter nos jeunes frères, nos futurs petits-fils vers un Sénégal meilleur, un Sénégal libre, un Sénégal surtout souverain dans tous les plans qu'il faut, que ce soit économique, social, monétaire, judiciaire, et tout au chacun peut bénéficier. Ok, alors vous avez parlé tout à l'heure que vous avez gagné des bureaux de vote et vous avez même chiffré ça. Alors comment vous avez travaillé à faire croire aux jeunes le projet de PASTEF? Vous savez, il y a l'information était capitale, la communication. Non seulement il faut passer de l'information, mais il faut aller vers le renseignement. Essayer de descendre à la base, c'est ça qu'on appelle des porte-à-porte. De proximité. De proximité. Tout à fait. C'est comme ça qu'Obama a gagné le présidentiel. Ouais. Il est descendu vers les minorités. Voilà, l'inaccessibilité, certaines personnes n'ont pas accès à l'information. Donc, vu la qualité de l'Internet auparavant ici au Sénégal, voilà, on est descendu à la base, on a parlé à la population, à nos mamans, à nos frères, à nos soeurs. On les a mis devant les faits accomplis sur vraiment l'importance de mettre au pouvoir le parti PASTEF avec leur projet pour essayer vraiment de sortir le Sénégal du sous-développement. Parce qu'il y avait une minorité qui partageait les biens, partageait vraiment les ressources du pays. Au dépend de la majorité. Au dépend de la majorité. La masse. Au dépend de la masse et de la majorité. Mais surtout vraiment qui bénéficie plus des intérêts extérieurs par rapport aux intérêts nationaux. Et sur ce, on a proposé une vision pour vraiment essayer de clarifier et de dénoncer tout ça. Comme ça, entre guillemets, on appelait ça un système. Donc, qui est composé d'hommes politiques, qui est composé de médecins, qui est composé vraiment de toutes les couches sociales. Ce n'est pas question de personnes, mais surtout c'est des pratiques. C'est une façon de faire vraiment qu'on dénonce. Et toute personne qui fait partie de cette façon de faire-là fait partie du système politique qui a longtemps gangréné le Sénégal depuis 64 ans. Et vraiment, on est parvenu avec la politique de proximité, avec les porte-à-porte, à combattre le bras armé de ce système. Donc, et ça a payé parce que dans cette zone-là, le maire M. Sen avait déjà pratiquement auparavant
gagné pratiquement toutes les élections. Hein. C'était un combat difficile pour vous de réussir ça. Effectivement, c'était pas facile parce qu'il y avait des assauts de conscience. En plus, il y avait des politiques de parenté. Tout à fait. Et là, nous, on a montré qu'en politique, il n'y avait pas de parenté. Il suffit d'avoir une vision et de partager la vision par rapport aux personnes qui y croient. Vraiment, on a instauré ce genre de politique-là, on a parlé à la population, et là, tout le département de Mbour a basculé sur vraiment la vision de Sénégal 2050. Okay. Alors, 1 an au pouvoir, quel bilan tirez-vous de votre exercice au destiné de ce pays-là? Oui, les 1 an au pouvoir, tout un chacun peut se réjouir aujourd'hui vraiment de la non-violence, vraiment du respect des droits de l'homme. Je pense que ça, c'est capital. 1 an et demi derrière nous, tout un chacun de nous vraiment été confronté à des peurs très excessives, à des angoisses par rapport aux membres de sa famille et tout ça. Donc la révolution de Pastef est parvenue, je ne dis même pas Pastef, mais des patriotes, ceux qui croient au Sénégal, est venu balayer tout ça. Et maintenant, tout un chacun a la conscience tranquille et peut vaquer à ses occupations. Ça, c'est de 1. De 2, dès sa nomination, le président Diomaye a vu qu'il y a une nécessité de diminuer les denrées de première nécessité. Le pain, l'huile, voilà, le sucre et autres. Donc il a mis presque plus de 53 milliards sur ça. Donc il est revenu encore concernant les deniers publics, détournement de deniers publics. Et vraiment avec le pôle judiciaire financier en 7 mois. D'ailleurs, nous en parlerons. Okay. Alors, mais sur le plan social, est-ce que les Sénégalais ressentent ces diminutions-là? Parce que jusqu'à présent, les Sénégalais éprouvent des douleurs, surtout avec un prix d'achat très réduit, n'est-ce pas? Ouais, effectivement, vous savez, le président Diomaye a été élu pour 5 ans. Je pense qu'après les 5 ans qu'on devait faire un bilan, mais on peut faire une appréciation de ce bilan-là pendant ces 1 an. Un an, on ne peut pas faire un bilan sur 1 an. Mais juste une appréciation, parce qu'il a été élu pour 5 ans. Mais on peut par contre faire une appréciation de ce bilan-là sur le plan social. Vous savez, concernant les denrées alimentaires, ne sont pas contrôlés par le Sénégal, ne sont pas contrôlés par l'État du Sénégal. D'où la souveraineté alimentaire. Donc l'État l'année dernière, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont investi 120 milliards dans l'agriculture. Auparavant, c'était à 100 milliards. Pour l'année prochaine, ils vont investir plus de 130 milliards sur l'agriculture. Pourquoi faire tout ça? C'est pour avoir une autosuffisance alimentaire et une sécurité alimentaire. Comme ça, on pourra contrôler les prix. Parce que, oui, le riz que nous consommons, ça n'émane pas du Sénégal. Il y a certains qui cultivent leur riz et qui fixent leur prix. On est obligé vraiment de nous incliner sur ce prix-là. Ce que l'État peut faire, c'est de subventionner ça. Mais pour réellement contrôler ces prix-là, donc il faut qu'on cultive vraiment le riz chez nous. Voilà, parce que le Sénégal est traversé avec plus de 3 fleuves. Voilà, il y a des terres arables, on a du phosphate, là on peut faire de l'engrais, mais pourquoi pas sortir vraiment de la dépendance alimentaire? Mais qu'est-ce qui manquait là pour que le Sénégal puisse atteindre son autosuffisance alimentaire depuis belle lurette? Il manquait seulement de la volonté. De la volonté voilà, politique. Des dirigeants qui ne s'intéressent pas d'être là de façon éternelle, d'être au pouvoir. Des dirigeants vraiment qui s'intéressent à l'avenir de leur population, des dirigeants qui n'ont pas besoin de l'argent du contribuable. Il manquait simplement ça. On n'a pas besoin d'élire des imams à des postes de présidentiel ou même des messagers. On a besoin d'élire des hommes dotés d'une bonne moralité. Et en fin de compte, c'est ça qui compte. Mais heureusement pour nous, on a eu des personnes, le président Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Faye, à la tête du Sénégal,
vraiment qui sont prêts avec notre projet Horizon Sénégal 2050 à transformer l'économie du Sénégal de façon vraiment rapide sur le plan quinquennal 2024-2029, le master plan 2034 et l'horizon 2050. En tout cas, c'est très ambitieux, cette volonté politique de pouvoir sortir le Sénégal de l'ornière, parce que vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a toutes les potentialités. Nous avons de l'espace, de l'air, de l'eau, du soleil et des bras, mais on ne parvient pas à s'en sortir à cause d'une mauvaise volonté politique, n'est-ce pas? Effectivement. Donc l'espoir peut renaître encore. Ok. Vous confirmez ça? Effectivement, l'espoir peut renaître et l'espoir commence même à se renaître parce qu'il y a des jeunes qui sont très engagés. D'ailleurs, il y a des financements au niveau du DER, l'entrepreneuriat, vraiment pour essayer d'inciter la jeunesse à entreprendre, vraiment à formaliser le secteur informel, parce que plus de 70% des Sénégalais s'activent dans le secteur informel. Et le secteur informel ne contribue qu'à moins de 20% de l'argent du pays. Mais seulement il faut formaliser le secteur informel, orienter notre éducation vers une éducation scientifique et technique. Avant de parler de l'emploi aussi, il faut parler de l'employabilité. Comme ça, vraiment, on pourra atteindre notre objectif. Ok. Mais cette année, on a une production record sur l'oignon et les pommes de terre. Parce que d'ailleurs, le ministre du Commerce l'a confirmé. Mais les cultivateurs ou bien les maraîchers alors crient un problème d'écoulement jusqu'à présent également. Effectivement, le marché était occupé par l'agrobusiness. Voilà, c'était souvent des étrangers. Et le ministre a été formel. Et surtout avec Sénéguindia qui concurrence nos producteurs locaux. Mais avec le... Il y a une concurrence déloyale. Mais parce que la semaine passée, j'ai invité ici un des leurs, un agriculteur, alors qui m'a informé de la pratique malsaine de Sénéguindia. Effectivement, donc là, l'État doit jouer un rôle très important pour essayer de protéger ces agriculteurs locaux, vraiment en créant des blocs de conservation, vraiment pour qu'ils puissent conserver leur production et pouvoir vendre ça de façon ultérieure, mais surtout exiger vraiment aux agro-business vraiment des façons de faire et une concurrence qui est à la fois loyale et bénéfique pour tout un chacun. Et là, c'est l'État qui doit vraiment poser de tout son poids pour non seulement former, accompagner aussi nos agriculteurs locaux et les investir. Mais pourquoi pas au niveau de leur terre, transformer ces terres-là en titres fonciers. Comme ça, ils pourront garantir ça au niveau des banques et avoir leur propre argent et investir leur propre agriculture. Essayer de redynamiser l'ISRA pour des cultures vraiment à n'importe quelle saison de l'année et comme ça accompagner notre agriculteur et vraiment le terrain favorable aussi à la consommation locale et essayer vraiment de retenir l'importation de certains produits halieutiques. Mais est-ce qu'également il ne faut pas aller vers les chambres froides, la fabrication des chambres froides pour pouvoir stocker et garder cette surproduction-là pour éventuellement à une certaine période de l'année les agriculteurs ne peuvent plus produire et essayer de sortir ça dans le marché local pour pouvoir au moins faire gagner beaucoup d'argent à nos producteurs. Là également, c'est important. Effectivement, le ministre du Commerce même a vraiment informé la construction
40, je pense bien, 40 chambres-foie au niveau du territoire national pour essayer vraiment de conserver ces produits-là et essayer d'écouler ça durant au moins quelques mois pour empêcher que ces produits-là se détériorent. Je pense bien que le projet de PASTEF sur ce domaine-là concernant les axes, ça va encore être beaucoup plus de bénéfices parce que pour chaque axe, on va relier ça avec des trains. Donc pour ça, on pourra vendre des produits qui existent. Exemple, à Thiès, on va aller les vendre à Dakar ou à Diourbel et autres. Et comme cela, ça sera une rotation et que les produits ne vont plus se détériorer de façon locale. Mais également, il faut protéger nos producteurs locaux, surtout. Alors, ne plus importer certains produits comme l'oignon et les pommes de terre étrangers qui risquent de faire perdre les agriculteurs sénégalais d'écouler leur production, n'est-ce pas? Oui, effectivement, parce que le projet de PASTEF, là, c'est une substitution aux importations. Vraiment, qui dit substitution aux importations, c'est-à-dire tu vas relancer les activités au niveau de la base, des activités locales. Et vraiment, on ne peut pas empêcher des gens d'importer, mais on peut relever les droits de douane pour essayer de les décourager de venir vendre le produit ici au Sénégal, mais aussi de redynamiser, de subventionner, de former et de formaliser vraiment nos agriculteurs et de les accompagner aussi en amont et en avant. Mais surtout de faire des campagnes de publicité, amener la population à faire des consommations locales. Parce que la plupart des produits que nous consommons, c'est des produits qui sont mûrs dans une autre région au niveau du monde. Et là, les rayons X qui agissent sur ces produits-là, c'est différent des rayons X qui agissent sur ces produits qui sont au Sénégal et qui agissent même sur les mêmes personnes. Et à long terme, ça va entraîner des déséquilibres hormonaux et les maladies. Tout à fait. Donc là, sur le côté sanitaire, je pense bien que c'est toujours bénéfique. Mais en informant, en sensibilisant la population sur ça, nos produits sont 1000 fois beaucoup plus meilleurs que les produits que nous importons. Tout à fait. Donc là, avec la sensibilisation, les campagnes de propagande, ça pourra beaucoup plus passer. Ok. Voilà. Sortons maintenant de l'agriculture. Alors, attaquons également un autre sujet. Un sujet d'actualité poignant depuis pratiquement toute la semaine. Les fonds Covid-19. Les rapports ont épinglé plusieurs personnalités de l'ancien régime. Aux premiers échos, des informations sur la table. Quelles ont été vos premières réactions? C'est vraiment déplorable et désolant. Il faut se rappeler d'abord qu'est-ce que le Covid a créé dans le monde. Sur le plan sanitaire, des personnes mouraient. On empêchait aux gens de sortir. Beaucoup ne parvenaient pas à subvenir aux besoins de leur famille parce qu'ils faisaient partie du secteur informel. Ils travaillaient pour le secteur informel. Ils travaillaient le jour pour essayer de subvenir aux besoins de leur famille. Les gens mouraient, les gens étaient retenus chez eux. Mais à notre plus grande surprise, des personnes qu'on faisait confiance, des personnes qu'on a donné tout parce qu'ils ont été pris en charge par l'État et tout ça. On leur a donné 1000 milliards. Une partie qui est empruntée, l'autre contribution des Sénégalais, des 10 millions, 5 francs, 10 francs de tout un chacun. Et à notre plus grande surprise, des gens parvenaient à détourner ces fonds-là de façon frauduleuse, ce qui est vraiment désolant. Donc le rapport de 2020 à 2021 sur les fonds du Covid ont montré vraiment des détournements très abusifs et je pense bien même on doit criminaliser vraiment les détournements de fonds parce que le simple fait de donner une caution et d'être libéré, on peut répéter ça une autre fois. Et je pense bien qu'avec les réformes judiciaires qui vont venir, l'État doit vraiment tenir compte de tout cela et essayer de bannir une bonne fois ça pour toujours. En écoutant le procureur général, en écoutant le procureur du pôle financier et le procureur de la République hier, concernant uniquement les fonds du Covid, en 2 jours, ils sont parvenus à vraiment mettre sur les caisses de l'État 258 483.
Je pense que c'est très hallucinant et abusif à la fois. Donc ils doivent aller jusqu'au bout, situer les responsabilités où qu'elles se situent, vraiment, et essayer de donner une leçon pour des autres personnes qui essaient de faire ces genres de pratiques malsaines. Toutes les pistes d'investigation seront étudiées et les zones d'ombre élucidées afin que tous les niveaux de responsabilité et les acteurs impliqués dans cette chaîne de prévarication soient identifiés, nous dit Ibrahim Ndoye. N'est-ce pas rassurant ce discours venant d'un procureur de la République? Vraiment, c'est rassurant parce qu'il est là pour tout le monde. Le procureur, les procureurs sont les maîtres des poursuites, donc ils sont destinés pour cela. Et vraiment, c'est des choses ignobles. Et vraiment, l'État doit prendre ses responsabilités. Le parquet doit prendre ses responsabilités parce que le parquet fait partie de l'exécutif aussi. Il faut le savoir. Ils sont obligés, ils ont même le rôle de déterminer la politique pénale d'un pays. Et vraiment, je pense bien qu'ils vont aller jusqu'au bout, essayer de dénicher. Donc, ils ont même dit qu'il y a certains qui ont même amené leur argent à l'extérieur. Ils ont des pistes pour poursuivre tout ça. Et je pense qu'on doit donner des exemples forts et vraiment essayer d'élucider tout cela pour que ça ne se reproduira plus jamais. Certains présumés, pour ne pas croupir en prison, ont commencé à verser des millions restants en consignation. Comme vous venez de le dire, 258 millions ont été recouvrés. Cela indique que le mal est profond, M. Sissoko. Le mal est très profond. Vous imaginez, en deux jours, les gens parvenaient à verser ça. Et c'est des gens qui n'avaient, je peux dire, beaucoup, qui n'ont pas des chaînes aussi de responsabilité très élevées. Donc imagine le pôle judiciaire. On en a vu dans toutes les couches sociales. Dans toutes les couches sociales, 8 ministères ont été incriminés. Je pense que c'est 8 ministères. Ouais. Et je pense que récemment, ils vont convoquer au niveau de l'Assemblée nationale 5 autres ministres pour qu'ils viennent vraiment répondre à leurs actes. Et je pense qu'avec 3/5 des députés, ils pourront être vraiment incriminés et commencer l'instruction pour essayer qu'ils répondent à leurs actes, parce que c'est des choses ignobles. Le Sénégal a besoin de soigner la délinquance à col blanc et les crimes économiques, nous dit Alioune Tine. Il exalte l'excellence communication de la justice sénégalaise, clarté et transparence dans la communication. N'est-ce pas qu'il fallait faire cette communication-là pour étayer les lanternes? Parce que déjà, il y avait... certains disaient ceci, d'autres disaient autre chose, et que les Sénégalais n'étaient pas édifiés. Mais lorsqu'on a organisé cette conférence de presse, alors ça a édifié beaucoup de Sénégalais. N'est-ce pas? Il fallait faire cette communication-là, c'est important. Oui, il fallait le faire, ça fait partie vraiment de leur rôle, de montrer aux Sénégalais ce qui se passe réellement, où il en est. Et je pense que c'est le rôle d'un État. Un État doit communiquer avec sa population, parce que c'est la population qui l'a mis là. Ils ne doivent rien casser à sa population. Et je pense qu'avec ces malversations, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Concernant les propos de M. Alioune Tine, c'est des propos que nous saluons, parce qu'ils jouent un rôle très important dans la société civile, vraiment dans l'équilibre des pouvoirs ici au Sénégal. Et vraiment, c'est un homme qui est très déterminé. Et je pense bien qu'il sera beaucoup écouté. Et bien avant la conférence du procureur de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko avait alerté que dans ce pays-là, il n'y a plus de fonds et que les gens n'y croyaient pas. Je pense que l'histoire lui a donné raison. L'histoire lui a toujours donné raison. Il a commencé à alerter depuis qu'il est dans l'opposition. De 2017 à 2022, il a toujours alerté au niveau de l'Assemblée nationale. À partir des élections présidentielles de 2019,
il a toujours alerté, il continuera toujours à alerter. Mais il nous suffit, si j'étais lui, je ne parlerai plus. On va passer mes vidéos récentes pour que les Sénégalais croient vraiment à cet homme. Un homme vertueux, un homme vraiment dont le Sénégal a vraiment de la chance de l'avoir. Il les a toujours alertés, mais malheureusement, ils n'ont pas écouté. Ils croyaient qu'ils vont se maintenir au pouvoir de façon éternelle, en faisant des malversations, de la corruption partout. Et vraiment, aujourd'hui, le peuple sénégalais a prendre son courage en main et leur a dégagé, mais il reste toujours une révolution culturelle. Il reste toujours parce qu'il y a le bras armé du système qui est toujours là dans l'administration et tout ça, et je pense que c'est le combat le plus difficile. Okay. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons Ousseynou Sissoko, qui est docteur en pharmacie. Il est également responsable politique passif de Malicounda. Il est le coordonnateur de l'association Malicounda Village, n'est-ce pas, docteur? Alors, Alioune Ndao, ancien procureur, charge vigoureusement le président Macky Sall et Serigne Bassirou Gueye. Selon lui, il est impératif de ne pas laisser Serigne Bassirou Gueye aller au terme de son mandat, car depuis sa nomination à l'OFNAC, aucune poursuite n'a été engagée contre les dignitaires de l'ancien régime. Vous êtes d'accord avec lui sur cette proposition? Oui, je suis parfaitement d'accord. Et pourquoi? Parce que l'OFNAC a été créé par le président Macky Sall. C'était vraiment pour lutter contre les fraudes, contre la corruption, contre le détournement des deniers publics. Mais donc, depuis la création de l'OFNAC, le dossier, c'est le président lui-même qui l'a dit, il a mis son coude sur ces dossiers-là. Et il continue toujours, je pense bien, de mettre son coude sur ces dossiers-là, parce que c'est son dauphin qui est toujours là-bas. Tout à fait. Et je pense que l'État doit prendre ses responsabilités, vraiment en relevant M. Bassirou Gueye de ses fonctions, et même lui, il doit répondre aussi de ses actes, parce qu'il a été responsable en tant que procureur, vraiment des manifestations, vraiment des assassinats et même des tortures qui ont toujours existé au Sénégal. Et je suis vraiment formel sur ça, et je suis d'avis. Mais vous êtes au pouvoir et depuis un an, vous faites des changements dans les directions. Alors pourquoi Serigne Bassirou Gueye n'a pas été démis de ses fonctions de l'OFNAC? Là, qui est très important pour au moins activer les dossiers qui peinaient vraiment que les Sénégalais attendaient depuis très longtemps. Pourquoi attendre ce moment-là pour en parler? Est-ce que la réaction du gouvernement n'a pas été tardive sur ce dossier-là, le dossier Alioune Ndao, le dossier Bassirou Gueye? Effectivement, M. Diouf, vous savez, en démocratie, il y a des temps. À tout moment, ce qu'on doit faire. Je pense bien c'est vrai qu'il faut une cellité sur ce dossier-là, mais ils vont parvenir à le faire, parce qu'il y a des temps pour chaque chose, surtout en démocratie. On va parvenir vraiment à dénicher ce dossier-là. Bien, les dossiers sont nombreux et il faut prendre son temps de bien les étudier. De bien les étudier, parce qu'il y a aussi la dignité des personnes qui en découle. Donc vraiment, il faut bien dénicher ces dossiers-là. Il faut laisser le temps à la justice de le faire, même s'il faut une cellérité par rapport à cela. Ok. Être fonctionnaire, tu cautionnes 500 millions de francs CFA en numéraire et bien immobilier pour éviter la prison. Peut-on parler de bordel, véritablement de bordel sous le régime de Macky Sall? Effectivement, il y a vraiment bordel, détournement vraiment financier. Imagine un fonctionnaire qui parvient. Je me rappelle le président de la Côte d'Ivoire,
un jour dans une interview. C'est Alassane Ouattara ou non, le prédécesseur, de Alassane Ouattara, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, oui. Il a dit ceci, si quelqu'un veut être riche, il n'a qu'à aller faire des affaires. Si quelqu'un est devenu riche parce qu'il fait de la politique, c'est un voleur. Et je pense qu'il a été clair et c'est des mots, pas de trop. C'est ce qui nous arrive. S'il y a des voleurs, on avait des voleurs au pouvoir. En ce moment-là. Oui, c'était pas de trop. Et vraiment, il faut essayer de dénicher tout ça pour que ces genres de choses-là ne se répètent plus. Le Sénégal est toujours 25e au niveau de l'indice de développement humain. Donc, une pauvreté extrême, malgré toutes les recherches que nous avons. On a du phosphate, on a du pétrole, gaz, vraiment de la jeunesse, on a de la mer, des terres arables, plus de 3 fleuves, des ressources minières, et pourtant on est toujours derrière. Donc pourquoi? Parce que c'est ces genres de pratiques-là vraiment qu'il faut abolir à jamais. Et je propose même qu'il faut aller même à criminaliser ces genres d'actes-là pour que vraiment tout un chacun soit alerté. En dépit de tout ça, l'opposition ne se laisse pas faire. Tout à l'heure, j'espère que vous avez écouté le journal d'Océan FM, il a organisé une conférence de presse pour contrecarrer les rapports de la Cour des comptes. Et ils ont leur propre rapport, nous disent-ils. Quelle analyse faites-vous sur cette position de l'opposition? Ici au Sénégal, actuellement, on n'a pas d'opposition. On a des ennemis du Sénégal. Il n'y a pas matière à s'opposer concernant vraiment de rendre l'argent du Sénégal aux Sénégalais, de faire, d'éclaircir les dossiers concernant les détournements de fonds, des fonds du Covid, les détournements de la gestion de l'ancien régime de 2019 jusqu'à 2024. Je ne vois pas de quoi s'opposer. C'est des gens vraiment que le peuple doit reconnaître et ne jamais leur donner confiance. Mais ils disent qu'ils ont leur propre rapport et qu'ils vont amener aux organisations internationales comme le FMI et autres. Mais le seul... C'est ce qu'a dit tout à l'heure l'ancien ministre sous Macky Sall, l'ancien ministre de la Jeunesse, le Ndourla, si ma mémoire est bonne. Le seul rapport formel et confirmé, c'est le rapport de la Cour des comptes. Je pense que ce rapport-là, c'est à la base de ce rapport-là que l'FMI est venu au Sénégal. Il a même reconduit ce que le rapport a dit de la Cour des comptes concernant la dette cassée des 7 millions de dollars. Je pense que là, il y a une désinformation totale que l'État doit vraiment communiquer sur ça. Mais avant de montrer ça au FMI, pour l'opposition, est-ce qu'il ne devait pas présenter ça à la Cour des comptes pour qu'il puisse faire l'équilibre, la balance, étudier le rapport que l'opposition propose et que leur propre rapport pour voir. Ils sont dans la manipulation et la désinformation. Parce que je pense que c'était beaucoup plus logique de faire ça. Effectivement, c'était beaucoup plus logique. Eux, ils communiquent de façon mensongère. Ils sont dans la communication mensongère, dans la désinformation. Essayer vraiment de perturber les Sénégalais dans leur lanterne. Et vraiment, c'est des choses déplorables. C'est des gens vraiment qui sont ennemis de leur propre pays. Ce ne sont pas des opposants. Moi, je les considère comme des ennemis du Sénégal. En tout cas, ce qui se passe présentement, des gens qu'on a arrêtés et qui donnent des cautions, alors ça, c'est une justification parmi tant d'autres. Ça, c'est extrême. Vous imaginez des gens qui parviennent en une soirée de donner plus de 400 milliards en caution. Oui. Et ça vraiment, si vous dites que vous avez d'autres rapports, est-ce que les gens vont croire à ces paroles-là? Mais il faut se rappeler que les rapports qu'on a publiés, c'est eux qui ont fait ça. C'est durant leur gestion de 2019 jusqu'en 2024. Quand ils parlent de manipulation, d'ailleurs, il indexe directement le Premier ministre Ousmane Sonko. Vous savez, eux, ils veulent régler des débats émotionnels.
il faut régler des problèmes personnels. Et que les gens, les Sénégalais ont dépassé ces genres de débat. Ça. Le président Ousmane Sonko est parvenu à leur combattre sur le plan politique. Ouais. C'est un fin politicien. Lui-même, il l'a dit. Il s'est battu, parce que vraiment, c'est le parcours du combattant avant vraiment d'arriver à l'exercice du pouvoir. On ne lui a rien offert. Tout ce qu'il a eu aujourd'hui, il l'a eu à la sueur de son front. Tout à fait. Vraiment, c'est un homme qui a une vision claire et nette. Et je pense bien qu'avec lui, le Sénégal va sortir vraiment de ces gangrènes que ces gens-là ont causées. Voilà, les ennemis du Sénégal. Et bientôt, les Sénégalais ont connu leur vrai visage et je pense que ça va se confirmer de plus en plus. Est-ce que les Sénégalais, est-ce que l'opposition ne vit pas ces derniers jours-là? Parce que vit la situation politique. Parce que nous, en tant qu'observateurs, en tant que journalistes, alors on voit qu'ils sont tellement reniés par les Sénégalais de plus en plus. C'est ce qu'on constate sur le terrain. Mais les élections législatives dernières l'ont confirmé. Ils étaient tous dans un même bloc. Mais le président Ousmane Sonko, il était seul. Il est parvenu à avoir plus de 130 députés sur eux. Ils se sont retrouvés avec 35. Donc ils sont en train de vivre leur dernier moment. Je pense que c'est une leçon vraiment qu'ils doivent s'apprendre. Et dire qu'actuellement ce genre de politique c'est fini maintenant. La politique politicienne, la politique basée sur la gabegie, la politique basée sur la corruption, vraiment le clientélisme politique, ce genre de politique là c'est fini. Le président Ousmane Sonko et le président Diomaye ont conquéri le pouvoir, ils n'avaient un seul sou dans leur poche. Au contraire, c'est les Sénégalais qui leur donnaient de l'argent. Ce genre de politique là n'a jamais existé au Sénégal. Je pense que c'est une première dans le monde. Là, ils devaient apprendre de ça, ils devaient vraiment renouveler leur classe politique avec leur parti classique. Essayer vraiment de mettre... de s'adapter même. De s'adapter, de mettre la jeunesse en avant. On a besoin d'une opposition dans un pays, mais on n'a pas besoin vraiment d'ennemis. Voilà, des gens qui n'apportent rien, juste sur des choses émotionnelles, ils s'appesantent sur des choses émotionnelles. Et là, ils ne doivent pas marcher sur le tapis rouge. Ça, on n'a pas besoin vraiment de ça. Okay. Vous avez parlé tout à l'heure que le Sénégal n'a pas d'opposition, n'a pas une opposition. Mais il y a des individualités qui sont là sur la scène politique et qui résistent au pouvoir. Je pense pas. Il y a des individualités, je peux en citer même. Oui, donne-moi quelques-uns. Il y a Thierno Alassane Sall qui est là. Voilà. Je pense que s'il était doté d'une bonne foi, il allait rejoindre le mouvance présidentielle. Pourquoi? Parce que lui, il dit qu'il est patriote, il développe les mêmes idéologies par rapport au régime existant. Mais pourquoi pas? Parce que d'ailleurs, il était au pouvoir avec l'ancien régime. Il était ministre sous le régime du président Macky Sall, mais avec des gestions qui vont à l'encontre de ses principes. Ensuite, il a démissionné. Donc, ça veut dire qu'il était en phase avec l'idéologie de PASTEF. Maintenant, pourquoi cette reconversion c'est parce politique? Ils n'arrivent pas, et ils sont beaucoup, ils n'arrivent pas à vraiment digérer le président Ousmane Sonko. En 10 ans, il est parvenu à combattre un système politique et à mettre sur place un système politique vraiment qui est un exemple partout en Afrique, partout dans le monde. Il s'est dit que peut-être il est venu très tôt, voilà, il a pris tout ça. Ne leur arrange pas. Ne leur arrange pas, parce que eux, ils croyaient à un système politique là où ils sont seuls. Voilà, c'est eux qui décident sur tout. Mais ce genre de politique-là, c'est fini. Si Ousmane Sonko faisait pareil comme eux, le président Diomaye aujourd'hui n'allait pas être président de la République. Parce qu'il a construit l'idéologie, on a construit l'idéologie de PASTEF, pas sur la base d'une personne, mais sur la base d'un idéal. Et l'idéal, quiconque qui est vraiment à la tête peut vraiment porter le projet.
C'est pourquoi on a réussi. Donc ils doivent s'apprendre tout cela et essayer de formaliser leur façon de faire et essayer d'être aussi aigris. Okay. Alors, M. Cissokho, une opposition qui boycotte les questions d'actualité à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est une belle image pour la démocratie sénégalaise? C'est une mauvaise image et je pense qu'ils ne méritent pas vraiment la voix des Sénégalais, ceux qui ont voté pour eux. Parce que le rôle d'un député, c'est de représenter le peuple devant le Parlement. Imagine, vous êtes payé pour ça. Le peuple vous a fait confiance, vous a donné leur voix et vous parvenez à boycotter ça pour des intérêts crypto-personnels. C'est toujours le même problème. Le peuple est témoin actuellement, il est en train de regarder. Je pense que c'était à refaire. Il aurait donné vraiment les 165 députés au président Ousmane Sonko. Mais est-ce qu'on peut leur taxer 100% tort, l'opposition qui a boycotté? Parce qu'au moins, il y a un motif qui leur pousse à boycotter. Mais tous les motifs qu'il avance ne sont pas fondés sur non seulement une loi organique, mais même sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quel est le principal motif qu'il avance? Donc il se dit, je pense, il se dit que le président de leur temps de parole, voilà la présence vraiment des partisans au niveau de l'hémicycle. Et ça a toujours existé comme ça. C'est des choses qui ne sont pas interdites. Et puis, je l'ai dit tantôt, c'est des choses émotionnelles. Ils s'agrippent sur des choses émotionnelles. Ils avaient l'occasion d'être en phase avec Ousmane Sonko. Et vous imaginez, entre 2019 et 2022, Ousmane Sonko, il était seul. Il boycottait. Face à eux. Face à eux. Il boycottait. Aujourd'hui, il est revenu en tant que Premier ministre et leur donne l'occasion vraiment, au moins une fois par mois, de lui faire face. Il continue à boycotter, mais le problème se situe, c'est jeune. Et qui connaît Ousmane Sonko, avec son tempérament, il ne se laisse pas faire, ça c'est sûr. Il a même confirmé, je suis indestructible en politique. Et là, c'est clair. C'est un vrai leader. Vrai leader, un exemple à suivre. Okay. Alors, le principal responsable de cette situation catastrophique semble être le président Macky Sall. Peut-on parler de haute trahison, M. Cissokho? Le régime de Macky Sall a causé beaucoup de torts aux Sénégalais. Des malversations sur les fonds publics, les fonds du Covid-19, des assassinats, plus de dizaines de personnes, des tortures, des emprisonnements, dissolution de partis politiques et de mouvements, report d'élections qui est inédite, tentative d'instabilisation ou de faire un troisième mandat. Je pense que c'est un coup d'État constitutionnel. Sur tout ça, je pense que l'Assemblée nationale peut le mettre en accusation. D'ailleurs, c'est même, ça figure même au niveau de l'article 101 de la Constitution. Le président peut être poursuivi pour haute trahison et 3/5 des députés peuvent le mettre en accusation. Okay. Alors, d'ailleurs, le député Guy Marius Sagna a introduit une requête à l'Assemblée nationale pour que le président Macky Sall soit jugé. Vous en dites quoi? Il peut être jugé et je pense bien qu'il doit répondre de ses actes. Ça ne doit pas être des précédents dangereux, que ce soit le président Macky Sall ou un autre président. On ne peut pas confier le pays, l'avenir de tout un pays à des personnes. Ils viennent faire tout ce qu'ils veulent, ils effacent ça avec des lois d'amnistie et s'en sortir comme ça indemne. C'est des choses qui ne devraient plus se reproduire ici au Sénégal. Alors, M. Ousseynou Cissokho, qui est membre du PASTEF, le coordonnateur de l'association Malicounda Village, M. Cissokho, est-ce que ça va être facile de juger le président Macky Sall pour haute trahison dans la mesure où
le Sénégal n'a pas défini carrément les termes de haute trahison. Oui, vous savez, il y a une qualification des faits. Par exemple, s'il est mis en accusation pour haute trahison, mais il faut requalifier les faits, que ce soit pénal ou criminel, par rapport aux faits qu'il a fait. Il doit être jugé si les faits, ces faits sont pénals, si ces faits aussi sont criminels, il va être jugé sur ça. C'est aussi simple que cela. Ok. D'accord. Alors, zéro tolérance, Ousmane Sonko durcit le ton contre les dérives médiatiques. N'est-ce pas qu'il est temps de sonner la fin de la récréation? Effectivement, vous savez, le journalisme durant le régime de Macky Sall vraiment a beaucoup souffert. Et je pense que vous-même, vous devez refuser ça. Des chroniqueurs qui n'ont même pas eu le BFM. Une formation vraiment qui parvient à dire du n'importe quoi, à diffamer, à insulter des gens. Qui salissent même la corporation. Qui salissent la corporation. Et je pense que c'est des choses vraiment qu'il faut bannir. Et là, je le dis tantôt, la politique pénale est l'ordre du gouvernement, est l'ordre de l'État. C'est lui qui va orienter la politique vraiment pénale. Et je pense bien que ces genres de pratiques, ces genres de choses-là, c'est des gens qui sont envoyés par des soi-disant, entre guillemets, de l'opposition, qui n'ont pas le cran de faire face avec le président Ousmane Sonko. Il leur fuit à chaque instant avec des débats, même à l'Assemblée nationale. Donc il recrute des chroniqueurs, voilà, pour qu'ils les représentent sur les plateaux, de débattre sur des choses émotionnelles, sur des choses qui nous mènent nulle part. On n'a pas besoin de ce genre d'opposition. On a besoin d'une opposition constructive, une opposition vraiment qui met la pression au gouvernement vraiment de travailler, d'être une ligne de mire pour essayer de bien faire. Vous avez, la toute dernière question, vous avez une opposition très riche. Très riche. Ça va être très difficile de les contraindre. Ils mènent la bataille dans tous les domaines, dans tous les secteurs, pour pouvoir vous empêcher d'être à l'aise et de gouverner à l'aise. Vous savez, s'il y avait une opposition très riche, je pense que l'instruction des dossiers allait commencer avant les élections. Donc vous dites qu'ils ne sont pas riches? Non, s'ils étaient riches et qu'ils faisaient peur, on allait commencer l'instruction des dossiers vraiment avant les élections. Le régime passé avait délibérément refusé d'instruire ces dossiers-là. Donc comme ça, on pourra vraiment les barrer la route pour qu'ils deviennent des candidats, mais on leur a laissé. Ils nous ont fait face, on est parvenu à gagner avec plus de 135 députés. Nous, la seule opposition, ou bien le seul poids qu'on a sur la conscience, c'est l'intérêt de la population sénégalaise. Essayer de subvenir, essayer vraiment les promesses qu'on a fait, de tenir ces promesses-là, voilà, d'amener le Sénégal pour qu'il soit un pays riche, pour qu'il soit un pays souverain sur tous les domaines, que ce soit sanitaire, éducatif, économique et social, prospère et libre dans un Afrique souveraine aussi. Monsieur Sissoko, interdiction de sortir du territoire national. Alors certains ont déjà pris la tangente. Oui. C'est une négligence de l'État ou bien voilà, comment ils ont parvenu à sortir du pouvoir alors qu'ils ont les mains liées sur surtout les rapports les rapports les ont épinglés, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Oui, vous savez, il n'avait pas d'interdiction de sortir. Donc l'État ne pouvait pas faire d'abus de pouvoir en leur interdisant de sortir. En ce moment-là, lorsqu'ils sortaient.
Lorsqu'ils sortaient, oui. Mais par contre, le Parce Sénégal... qu'on peut en citer, hein, ils sont 4 ou 5 ans, ils ont déjà pris la tangente. Mais par contre, le Sénégal a signé des conventions avec beaucoup de pays. Il fait partie dans des institutions internationales où il peut avoir rapatriement vraiment des personnes poursuivies et des prisonniers. Parce qu'actuellement, tout le monde a besoin du Sénégal. On a du pétrole, on a du gaz. Et je pense que pour la diplomatie, pour une seule personne ou deux personnes, un pays vraiment ne va pas s'aventurer à retenir des délinquants financiers pour leur intérêt ou bien leur collaboration diplomatique avec le Sénégal. Okay. D'accord. Alors, Monsieur Sissoko, l'on me signale que le temps est presque terminé. Alors, votre dernier mot, M. Sissoko. Je vous remercie vraiment, M. Diouf, de m'avoir donné l'occasion vraiment de m'exprimer aux auditeurs et aux auditrices d'Océan FM, mais surtout à tout le Sénégal, au département de Mbour, à la commune de Malicounda, mais surtout à Malicounda Bambara, mon fief qui m'a vu vraiment grandir et que j'aurai toujours l'honneur de faire, de chercher, de faire n'importe quoi pour qu'il soit devant, pour que la jeunesse de la commune de Malicounda soit parmi les meilleurs de sa génération et vraiment d'essayer que la commune de Malicounda soit aussi la meilleure commune sur tous les plans et essayer vraiment de corriger les inégalités qu'il existe entre la commune de Malicounda et les autres communes, le département d'Ombour et tout le Sénégal. Okay. Horizon 2024 Malicounda. Merci. Ici, c'est votre maison, M. Sissoko. Revenez quand vous voulez. Hein. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions Ousseynou Sissoko, docteur en pharmacie. Il est également responsable politique PASTEF de Malicounda, coordonnateur de l'association Malicounda Village. Merci à l'ensemble de nos auditeurs qui nous suivent tous les dimanches à partir de 13h jusqu'à 14h. Merci à la réalisation, le technicien Ibrahim Diop qui veille vraiment sur cette émission. Merci au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop. À la présentation, votre ami et frère Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre numéro. Merci, docteur. Merci.